Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va regarder un exercice de mécanique qui s'appuie sur le programme de première année de classe prépa ou de première année de licence de physique et du coup qui se réfère au chapitre des mouvements des particules chargées dans un champ électromagnétique. Et donc en l'occurrence, dans cet exercice, on va étudier le mouvement d'une particule chargée dans un liquide sursaturant. En fait, un liquide sursaturant, c'est un liquide dans lequel, lorsque la particule passe, il va y avoir des bulles d'air qui vont se créer, qui vont matérialiser sa trajectoire. Et en fait, ça va se modéliser. L'interaction avec ce milieu va se modéliser par une force de frottement fluide qu'on va devoir inclure en plus dans le PFD. Voilà, et en fait, on va devoir étudier donc le mouvement d'une particule dans ce milieu en présence d'un champ magnétique. Voilà, donc ça va donner des jolies équations et l'idée, ça va être un peu d'étudier la nature de la trajectoire de cette particule. Donc, le matériel avec lequel je pars, c'est le suivant. Donc, je considère une particule de masse m et de charge q. Je me donne un repère euh, orthonormé direct OXYZ en coordonnées cartésiennes et je considère un champ magnétique B selon EZ. Donc uniforme selon EZ avec B, donc la norme positive. L'interaction avec le milieu va se modéliser par une force de frottement fluide que je note petit f qui va se noter moins k fois la vitesse, où k est positif, c'est le coefficient de frottement fluide. Alors, je suppose que la particule est lancée depuis l'origine avec une vitesse v0 qui est selon EX. Avec v0 positif, bien sûr. Et enfin, je vais noter oméga, ça va être QB sur M, qui est la dimension d'une pulsation, ça je peux vous laisser vérifier par vous-même. Et en fait, ça s'appelle la pulsation cyclotron, c'est une pulsation caractéristique du système qu'on va être amené à poser pour un peu simplifier les équations, et ça a une grande signification physique, comme on va pouvoir le voir tout à l'heure. Voilà, donc ça c'est vraiment avec quoi je pars. Et la première question est toute simple. En fait, on va devoir donner, expliciter la nature de la trajectoire de la particule lorsqu'on ne comptabilise pas la force de frottement fluide dans le PFD. Autrement dit, dans un premier cas, on va supposer que la particule n'interagit pas avec le milieu dans lequel elle se propage, enfin dans lequel elle évolue, ce qui revient donc à ne pas compter la force F dans le PFD. Alors c'est ce qu'on va faire. Donc on va noter le PFD, on va écrire le PFD pour cette particule. Donc en coordonnées cartésiennes, je peux noter donc les coordonnées du vecteur accélération x, point, point, y, point, point, z, point, point, est égale donc à la somme des forces qui va s'appliquer sur la particule. Et en l'occurrence, comme on ne comptabilise pas cette force-là, il va rester que la composante magnétique de la force de Lorentz qui va se réécrire Q fois la vitesse. Donc en cartésien, c'est x point, y point, z point. Vectoriel, le vecteur champ magnétique. En l'occurrence, il y a une seule composante selon E et Z, donc 0 selon x, 0 selon y et b selon z. Je peux calculer ce produit vectoriel qui va me donner q. Selon x, je vais avoir y point b. Selon y, je vais avoir moins x point b. Et selon z, je vais avoir 0. Je vais tout diviser par m et je vais identifier composante par composante. Et j'obtiens le système suivant. X point point égale oméga y point. Y point point égale moins oméga x point. Z point point égale 0. Alors la dernière équation s'intègre assez facilement puisque la vitesse initiale selon z est nulle et la position initiale est nulle. Donc ça, étant donné que z point point égale 0, ça implique que que z est affine en fonction du temps. Mais comme les conditions initiales sont nulles, on a juste que z égale 0 pour tout instant. Et en fait, le mouvement va donc être contenu dans le plan x, y, donc que je vais ici dessiner afin qu'on puisse un peu étudier la nature de la trajectoire tout à l'heure. Et en fait, l'idée, ça va être de résoudre ce système de deux équations différentielles couplées vérifiées par x point et y point, puisqu'en fait, là, on a juste la dérivée de x point par rapport au temps, et là, la dérivée de y point par rapport au temps. Donc, ainsi, c'est un système différentiel couplé du premier ordre. Et ça, il y a une petite astuce pour le résoudre.
Donc je vais poser la nouvelle variable u, une grandeur complexe qui va s'exprimer x plus iy, où i c'est le nombre imaginaire pur. Et donc l'idée ça va être d'utiliser ce système pour obtenir une équation différentielle vérifiée par u. Et en fait pour faire ça, on va faire une combinaison linéaire de la première ligne et de la deuxième ligne. Et je vais faire la combinaison linéaire suivante. Première ligne plus i fois la deuxième ligne. Donc à gauche du égal, je vais avoir x point point plus iy point point. Et à droite du égal, je vais avoir oméga y point moins i oméga x point. À gauche du égal, je reconnais u point point, puisque la dérivée par rapport au temps est linéaire. Donc si u égale x plus y, u point, c'est x point plus y point. Et u point point, c'est x point point plus y point point. Donc là, j'ai bien u point point. Et à droite du égal, je vais pouvoir factoriser par moins i oméga pour faire apparaître donc x point. Et là, il va me manquer donc du plus i, y point, puisque quand je remultiplie par moins i oméga, j'aurai moins i fois i qui va donner plus 1 fois oméga. Je retrouve bien ce terme-là. Et là, on reconnaît u point. Autrement dit, u point est solution de l'équation différentielle du premier ordre suivante, moins i oméga, u point point égale moins i oméga fois u point. Et ça, c'est une équation différentielle du premier ordre vérifiée par u point, et je sais résoudre. Et on peut donc écrire que u point en fonction du temps, c'est une certaine constante fois exponentielle de moins i oméga t, où a est a priori complexe. Et pour déterminer a, je vais utiliser les conditions initiales, puisque je sais que u point à l'instant t égale à 0, c'est x point à 0 plus iy point à 0. Y point à 0, c'est 0 par hypothèse, et x point à 0, c'est v0. Et donc u point à 0, c'est juste v0, et ça, c'est a. Puisque u point à 0, c'est a exponentielle de 0 qui donne 1, et ça me donne bien juste a. Et finalement, je peux réécrire que u point, en fonction du temps, c'est v0 exponentielle de moins i oméga t. Pour obtenir u en fonction du temps, il suffit d'intégrer cette équation par rapport au temps, en n'oubliant pas la constante d'intégration que je vais noter b. Et il va me rester donc, si j'intègre ce terme-là par rapport au temps, il va me rester v0 sur moins i oméga exponentielle de moins i oméga t. Or, à l'instant t égale à 0, ma particule se trouve à l'origine, donc u à t égale à 0, c'est tout simplement 0. Et c'est égal, si je reprends cette équation, à b moins v0 sur i oméga, exponentielle de 0 qui donne 1. Et donc b est égal à v0 sur i oméga. Et finalement, je peux réécrire que u en fonction du temps, c'est v0 sur i oméga, facteur de 1 moins exponentielle de moins i oméga fois t. Et voilà donc l'expression de u en fonction du temps. Alors maintenant, pour déterminer les équations horaires vérifiées par x et y, il suffit en fait, tout simplement, d'après la définition en fait, qu'on a donnée de u, d'identifier la partie réelle et la partie imaginaire. Puisque la partie réelle de u, on a dit que c'était x, la partie imaginaire c'est y, et il suffit d'identifier la partie réelle et la partie imaginaire de cette expression-là. Alors, u en fonction du temps, je peux le réécrire comme v0 sur oméga, sur i oméga, pardon, 1 moins cosinus d'oméga t plus, alors je détaille un peu, 1 moins cosinus de oméga t moins i sinus de oméga t. Je fais attention, j'ai bien un moins dans l'exponentielle. Et en distribuant le moins partout, j'ai moins cos oméga t plus i sinus oméga t. Et donc, finalement, j'ai moins i v0 sur oméga, facteur de 1 moins cosinus oméga t, plus v0 sur oméga, sinus de oméga t. J'identifie donc partie réelle et partie imaginaire.
et ça me donne x en fonction du temps est égal à V0 sur oméga sinus de oméga t, y en fonction du temps est égal à V0 sur oméga avec un moins 1 moins cosinus de oméga t. Et voilà donc les équations horaires vérifiées par x et y. Donc on obtient bien que le mouvement est plan, parce que je rappelle que z est égal à 0 pour tout t. Et on peut déterminer donc à partir de ces équations horaires, qui sont des équations donc paramétriques en fonction du paramètre t, on peut déterminer donc la nature de la trajectoire de la particule. Alors en effet, comment on fait ça? On peut remarquer que x au carré, je précise pas de t, mais en fait c'est implicitement dit ici, mais c'est juste pour alléger un peu les notations. On a donc x carré plus y plus v0 sur oméga carré qui va être égal à v0 sur oméga sinus oméga t carré, ça c'est x de t au carré, plus y plus v0 sur oméga au carré. En fait, ça va me donner v0 sur oméga fois cosinus oméga t. Où j'utilise donc l'équation sur y, le tout au carré bien sûr. En factorisant par v0 carré sur oméga carré, et en utilisant que cos carré plus sin carré ça fait 1, il me reste en fait v0 sur oméga carré. Et en fait, j'obtiens l'équation cartésienne d'un cercle de centre. Donc la trajectoire, ça va être le cercle de centre 0 moins v0 sur oméga, que je vois ici. Là c'est vraiment moins v0 sur oméga. Et de rayon, donc ça c'est le centre, et de rayon v0 sur oméga. Alors comment on va représenter ça graphiquement? On va se placer donc au point de coordonnées 0, donc sur l'axe des ordonnées, et d'ordonnées moins v0 sur oméga, donc c'est quelque part par là. Moins v0, là c'est le point 0 moins v0 sur oméga. Et on a donc un cercle de rayon v0 sur oméga, donc c'est quelque chose comme ça. En fait, la particule part de 0 avec une vitesse dans ce sens-là. Et on a quelque chose comme ça. Parcouru donc dans ce sens. Alors, c'est pas très bien dessiné. On va essayer plus de mieux placer le centre. Voilà. Et donc, on a effectivement un rayon V0 sur oméga. Et donc le rayon du cercle se renote V0 sur oméga. Ça c'est égal à V0 fois m sur QB en utilisant l'expression de oméga. Ça c'est le rayon de la trajectoire. Donc voilà, là c'était une résolution absolument complète du cas où la particule n'interagit pas avec le milieu. Je ne sais pas si vous l'avez démontré comme ça dans le cours, mais en tout cas c'est un peu une question de cours. Souvent on admet que la trajectoire est circulaire et on démontre qu'elle est uniforme. Là j'ai tout démontré. La trajectoire est effectivement circulaire. J'ai donné une expression du rayon et en fait elle est uniforme. Pourquoi? Puisque la force de Lorentz, la composante magnétique de la force de Lorentz ne travaille pas. Pourquoi? Parce que la puissance en fait donc Q fois V vectoriel B fois V, mais en fait ceci c'est perpendiculaire à V par définition du produit vectoriel, et en fait ça c'est 0. Ça c'est la puissance. Donc la puissance est nulle, c'est-à-dire que la force de Lorentz ne travaille pas, la composante magnétique ne travaille pas, et en fait par le théorème de l'énergie cinétique, on a donc que l'énergie cinétique est constante au cours du temps, ce qui signifie bien que le mouvement donc est uniforme. Donc on a tout circulaire, uniforme, et on a une expression du rayon, ce qui conclut cette question. Alors désormais, l'interaction avec le milieu ne va plus être négligeable, et donc on va un peu devoir déjà intuiter quelle va être la
trajectoire de la particule, étant donné qu'on sait que lorsque l'interaction est négligeable, on a un cercle parfait. Et on va se demander, maintenant, si la particule interagit avec le milieu, on va certainement plus avoir un cercle parfait, puisque, en fait, on va avoir une force de frottement fluide qui va un peu nous ralentir. Et en fait, au cours de la trajectoire, le module de la vitesse va décroître au cours du temps. Donc en fait, au lieu d'avoir un cercle, si j'ai les mêmes conditions initiales que tout à l'heure, là j'ai donc mon repère x, y, O, mon axe OZ qui pointe vers moi, une vitesse initiale selon EX, V0, et alors que tout à l'heure on avait un cercle parfait, ici, comme la particule va être ralentie au cours du mouvement, on va avoir une coquille d'escargot jusqu'à temps qu'en fait elle s'arrête un bout. Donc voilà, c'est un peu l'intuition qu'on a. Et en fait, on va devoir démontrer avec les équations, de manière quantitative, qu'on obtient bien une espèce de coquille d'escargot, une spirale. Et on va devoir donc, dans une prochaine question, établir les équations horaires en cartésien de la trajectoire dans le cas général. Alors on repart du même principe, notre fameux PFD, donc m fois dv sur dt. Alors maintenant, quelle force on va avoir? On va avoir donc toujours la composante magnétique de la force de Lorentz, donc Q fois V vectoriel V, à laquelle s'ajoute la force de frottement fluide, donc moins K fois la vitesse. De la même manière, on peut réécrire en coordonnées en cartésien, donc x point point, y point point, z point point, est égal à, je ne refais pas le calcul, mais on avait donc y point B et moins x point B, et 0 ici, moins k x point, y point, z point. On identifie coordonnée par coordonnée, puis on divise tout par m, et on va poser taux, par définition, je veux dire que c'est m sur k, ça va être un temps caractéristique. Et on va essayer, plus tard dans l'exercice, d'en donner une signification physique. Mais ça, on peut vérifier que ça a bien la dimension d'un temps. Donc, on va pouvoir noter que x point point va être égal à oméga y point moins 1 sur taux x point. Y point point va être égal à moins oméga x point moins 1 sur taux y point. Et z point point va être égal à moins 1 sur taux z point. Ça, c'est le système différentiel qu'on obtient en identifiant composante par composante notre PFD. Alors la dernière équation, comme tout à l'heure, on va pouvoir l'intégrer assez facilement puisque c'est une équation différentielle du premier ordre vérifiée par z point. Donc z point en fonction du temps, ça va s'écrire comme une certaine constante fois exponentielle de moins t sur taux. Or, la vitesse initiale selon z est nulle, donc à z point a égale à 0, c'est 0, et ça c'est a. Donc z point égale à 0. Et en intégrant une nouvelle fois, et en sachant que la particule part de la position initiale qui est à l'origine, on a donc que z égale à 0 pour tout t, comme tout à l'heure, c'est-à-dire que le mouvement va être effectivement plan. Alors on peut remarquer que si on avait, au lieu d'avoir une vitesse initiale selon Ex, mais qu'on avait une vitesse initiale un peu penchée, avec une composante non nulle selon Z, on aurait, à la place d'avoir un mouvement plan, on aurait donc une espèce de spirale qui croît linéairement en fonction du temps selon Z, ici, et on aurait quelque chose donc comme ça, au lieu d'avoir donc un mouvement parfaitement plan ici. Voilà, mais ça c'est vraiment question de conditions initiales. Ici je ne me complique pas trop. Si ça vous intéresse, si ça vous amuse, vous pouvez vous donner une vitesse initiale non nulle avec une composante non nulle selon Z, mais voilà, ici on va se limiter au cas du plan XY pour un peu voir comment ça se met en place. Donc ça c'est très simple, ça s'intègre en Z égale à 0. Et maintenant, même problème que tout à l'heure, on doit intégrer ce système différentiel couplé vérifié par x point et y point. Et pour ça, même technique, on va poser U, ça va être x plus i, y. Et en fait, on va pouvoir faire la même combinaison linéaire que tout à l'heure. Je ne détaille pas, cette fois-ci, on a U point point
moins i oméga u point. Et là, on va avoir moins 1 sur tau fois u point. Je peux factoriser par u point. Et en fait, je peux réécrire ça même de cette manière-là. Plus i oméga plus 1 sur tau u point égale à 0. Et ça s'intègre en u point en fonction du temps est égal à une certaine constante fois exponentielle de moins i oméga plus 1 sur tau fois t. U point à 0, c'est V0, puisqu'on n'a qu'une seule composante selon x pour notre vitesse initiale. Donc, comme tout à l'heure, la constante d'intégration, c'est V0. De la même manière, je peux intégrer encore une fois pour obtenir que U en fonction du temps, c'est une certaine constante B plus V0 sur moins I oméga plus 1 sur tau fois l'exponentielle de moins I oméga plus 1 sur tau fois T. De la même manière, la particule passe par l'origine, enfin, se situe à l'origine à t égale à 0. Donc, U à t égale à 0, c'est 0. Et ça me donne que B va être égal à V0 sur I oméga plus 1 sur tau. Et donc finalement, U en fonction du temps, ça s'écrit donc V0 sur I oméga plus 1 sur tau, facteur de 1 moins exponentielle de moins I oméga plus 1 sur tau fois T. Et ça, c'est l'expression de U en fonction du temps. Alors maintenant, l'idée va être la même pour obtenir les équations horaires en fonction sur X et Y. L'idée, ça va être de obtenir la partie réelle de cette expression et la partie imaginaire de cette expression pour identifier donc X et Y. En fait, a priori, ça ne va pas être aussi facile qu'on l'avait tout à l'heure, puisque on a ici un terme, ça ne va pas être très facile d'exprimer sa partie réelle et partie imaginaire, ça va être plutôt un peu laborieux. Donc ce qu'on va faire, c'est faire une petite astuce, et en fait, on va essayer de regarder U quand t tend vers l'infini, c'est-à-dire ma particule évolue, etc. Puis au bout d'un moment, elle va s'arrêter. Quelles sont les coordonnées de ce point-là? Et en fait, ça, on va voir que quand t tend vers l'infini, cette exponentielle-là va tendre vers l'infini. Alors, je vais rapidement justifier pourquoi. Exponentielle de moins i oméga plus 1 sur tau fois t, ça c'est égal à exponentielle de moins t sur tau, exponentielle de moins i oméga t. Là, je développe juste. Ça, c'est borné, puisqu'en fait, c'est de module 1. C'est un nombre imaginaire de module 1. Et ça tend vers 0 quand t tend vers l'infini. Donc, on peut majorer tout ça par l'exponentielle de moins t sur tau, qui tend vers 0 quand t tend vers l'infini. Donc, ça tend bien vers 0. Et donc, quand t tend vers l'infini, on va avoir que U, c'est V0 sur I oméga plus 1 sur tau. Et ça, je peux multiplier en haut et en bas par I oméga, alors moins I oméga plus 1 sur tau, le nombre complexe conjugué, en haut et en bas. Et en fait, en haut et en bas, plutôt en bas, ça va me donner le module carré de ce nombre complexe, donc 1 sur tau carré plus oméga carré, que je peux découper en parties réelles et parties imaginaires. Donc on va avoir V0 sur tau sur 1 sur tau carré plus oméga carré, moins I V0 oméga sur 1 sur tau carré plus oméga carré. On a découpé donc la position initiale. Ça, en fait, c'est l'affixe dans le plan complexe, donc OXY. Si j'identifie donc OXY au plan complexe, U en fonction du t, U en fonction de t, ça représente l'affixe au point t, l'affixe de la particule, pardon, à l'instant t. Donc là, c'est vraiment U en fonction de t. C'est-à-dire que, de manière plus réaliste, ma particule évolue, etc. Et à
un point quelconque, elle est à la fixe u en fonction du temps, et là, c'est la fixe u au temps t tend vers l'infini, que je vais noter dans la suite u infini. Et u infini a pour partie réelle ce terme, pour partie imaginaire ce terme-là, et donc on peut un peu le noter pour rendre les calculs plus faciles sous forme trigonométrique. Donc on va pouvoir écrire le module qui va être donc V0 carré sur tau carré. Alors le module carré, ça va être V0 carré sur tau carré, 1 sur tau carré plus oméga carré au carré, plus V0 carré oméga carré sur 1 sur tau carré plus oméga carré au carré. C'est beaucoup de carrés. Et puis du coup, on peut remettre tout ça au même dénominateur pour finalement trouver qu'on a V0 carré sur 1 sur tau carré plus oméga carré, pas au carré, puisqu'en fait on va avoir le terme en haut qui va simplifier avec le terme en bas. Et ça c'est ρ carré. Donc ρ, c'est V0 sur racine de 1 sur tau carré plus oméga carré. Donc ça c'est le module de mon nombre complexe U infini. Et on peut maintenant regarder l'argument. Et pour ça, en fait, on remarque donc que la partie réelle est positive. Donc l'argument se note très facilement avec la fonction arctangente. Et en fait, ça va juste être arctangente de la partie imaginaire sur la partie réelle. Donc je vais noter alpha l'argument. Ça va être arctangente de ce nombre complexe, donc moins, de ce nombre réel, donc moins V0 oméga sur cette chose, divisé par V0 sur tau sur cette chose. En fait, il va rester moins tau oméga. Donc, on va ici avoir le module de U infini, la phase de I infini, et donc U infini va pouvoir finalement se réécrire ρ exponentielle de I alpha. Et donc en fait, U infini, c'est vraiment ce nombre complexe-là. Donc on va pouvoir réécrire U en fonction de t. C'est ρ exponentielle de I alpha, facteur de 1 moins exponentielle de moins t sur tau, exponentielle de moins I oméga t. Je peux développer, c'est-à-dire qu'on a ρ exponentielle de I alpha, moins exponentielle, enfin un ρ devant, exponentielle de moins t sur tau, et je vais inclure le alpha ici dans la phase, ce qui va me donner moins I oméga t moins alpha. Et donc en identifiant partie réelle et partie imaginaire, cette exponentielle-là, je peux réécrire comme cos alpha plus I sin alpha. Pareil ici, et donc je vais avoir finalement que x de t, ça va être ρ cos alpha moins ρ exponentielle de moins t sur tau cosinus de oméga t moins alpha. Et y en fonction de t, ça va être ρ sinus alpha. Je vais faire descendre un moins i oméga t, enfin un moins i sinus. Donc là, je vais avoir plus ρ exponentielle de moins t sur tau sinus de oméga t moins alpha. Alors, on a donc x et y en fonction du temps. On peut un peu vérifier. C'est-à-dire que on a effectivement, a priori, un cercle, comme tout à l'heure. En fait, ce cercle va être déformé à cause de l'exponentielle de moins t sur tau devant, qui va tendre à atténuer la trajectoire pour obtenir en fait au final une spirale. Et quand t tend vers l'infini, ça c'est borné par 1, ça c'est borné par 1. L'exponentielle ici tend vers 0. Donc ça va disparaître, ça va disparaître. Et je vais retrouver les coordonnées de U final, U infini, ρ cos alpha en abscisse, ρ sin alpha en ordonnée. Alors j'ai gardé mes équations horaires et maintenant j'aimerais calculer d de t. C'est la distance entre m à l'instant t, c'est-à-dire la position de la particule à l'instant t, et m infini, respectivement d'afx dans le plan xy que j'identifie au plan complexe, donc u de t et u infini. Autrement dit, si je fais un dessin, j'ai mon plan comme ça, xy,
0, une particule lancée avec une vitesse v0 qui va faire une spirale qui va s'arrêter en un point m infini. Là, j'ai le point, par exemple, m à l'instant t, le point où se situe la particule à l'instant t. Et moi, ce que j'aimerais, c'est cette distance-là entre m et m infini. Alors, ça revient essentiellement à calculer la norme du vecteur m de t, m infini. Et ça, c'est vraiment x de t moins la coordonnée de m infini selon x, donc ρ cos alpha. Et là, y de t moins ρ sin alpha. Et on veut la norme de ce vecteur. Ça serait écrit comme x de t moins ρ cos alpha au carré plus y de t moins ρ sin alpha au carré, le tout à la racine. Et en fait, on va avoir donc du ρ exponentielle de moins 2t sur tau cos carré plus sin carré qui donne 1 que je passe à la racine. Donc il va me rester du ρ. Alors pardon, j'avais dit ρ, mais c'est ρ carré que j'avais. Je passe ensuite à la racine. Donc j'ai exponentielle de moins 2t sur tau sur 2. Donc moins t sur tau. Je vous laisse faire le calcul si vous n'êtes pas convaincu comme ça. Mais en fait, c'est bien l'expression de donc, la distance entre m de t et m infini. Et on voit bien donc une atténuation, c'est-à-dire on a un point où la particule s'arrête, on a un point où la particule est à l'instant t, et en fait la distance décroît exponentiellement, en fait on a vraiment bien une spirale jusqu'à temps que la particule arrive au point m infini. Voilà, pour terminer, il y a un petit jeu sympa, un peu calculatoire, un peu pour rappeler un peu les résultats qu'on a de géométrie dans le plan complexe. Je peux tracer le segment O m infini et je peux noter mn, c'est le point auquel la particule traverse, enfin plutôt coupe le segment O m infini pour la énième fois. C'est-à-dire là, je pars ici, je peux peut-être refaire un peu un meilleur schéma. J'ai le point O, je m'arrête à un point m infini. Ma particule avance, etc. Puis elle s'arrête au point m infini. Et je définis donc m1, c'est le point auquel la particule traverse, coupe le segment OM infini pour la première fois, m2 pour la deuxième fois, etc. etc. Et mn pour la nème fois. Et donc le point mn, le point pour lequel la particule coupe l'axe, le segment OM infini pour la nème fois. Et j'aimerais déterminer dn, c'est la distance entre mn et m infini. Voilà, donc ça va être une suite. Et je voudrais donc l'expression du terme général, donc de dn. Donc voilà, si vous voulez réfléchir à cette question, je vous invite à me contacter sur Discord si vous avez par hasard des questions ou si vous voulez une solution. Voilà, ça me fera plaisir de vous aider. Et puis, sinon, je vous retrouve pour une prochaine vidéo très prochainement. Portez-vous bien et puis voilà, bonne soirée.